Allez. Bien, bonjour à tous. Alors, j'espère que tous les inscrits qui apparaissent sur à droite de votre écran m'entendent bien. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à laisser un petit message sur le chat en bas à droite de votre écran pour signaler vos éventuelles difficultés. Impeccable. Merci Sabine. Donc, bonjour à tous. J'invite peut-être les intervenants aussi à se connecter. Je me présente, donc je suis Xavier Roy de l'association France Cluster. J'ai le grand plaisir de pouvoir introduire ce message. Impeccable. Merci à tous d'indiquer votre présence. Donc merci déjà beaucoup à l'ensemble des participants. Vous avez été assez nombreux à nous indiquer votre souhait de participer à ce webinaire. Vous étiez une petite cinquantaine d'inscrits, une vingtaine de clusters, pôles ont souhaité participer et s'informer par le biais de ce webinaire et un peu plus d'une trentaine de campus des métiers. Pour nous, c'est un grand plaisir de pouvoir, par ce webinaire, croiser ces deux communautés, des clusters pôles et des campus. Je voudrais aussi remercier dans ce petit mot introductif les co-organisateurs de cet événement, la Banque de Territoire, Caisse des dépôts et la NCT qui sont des partenaires quotidiens et depuis d'ailleurs toujours de France Cluster, le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, notamment par le biais de ses représentants qui travaillent et qui pilotent ce dispositif Campus des métiers avec la Banque des Territoires. Je voudrais aussi remercier chaleureusement le pôle de compétitivité Véhicules du futur et Mobicampus qui seront nos témoins dans le cadre de ce webinaire. Dans ce petit propos introductif, juste un petit mot d'explication sur l'origine de ce webinaire. En fait, deux événements assez anecdotiques. Le premier, on est tombé chez France Cluster sur la carte des campus sur Internet et de s'apercevoir que la thématisation et la territorialisation des campus nous donnait le sentiment que c'était sans doute intéressant de croiser les deux cartes et de voir où il y avait d'éventuelles coopérations déjà engagées ou éventuellement possibles. Et, et à partir de cette observation-là, de cette superposition des cartes, on a lancé une petite enquête, c'était au courant du deuxième semestre 2019, au sein de la communauté France Cluster, pour non seulement identifier ceux qui faisaient des choses, des cluster pôles en coopération avec des campus, et puis aussi ceux qui étaient désireux face aux besoins notamment exprimés par leurs entreprises membres d'accompagnement pour les aider dans leur démarche de recrutement ou leurs besoins de compétences nouvelles sur lesquels il y aurait tout à fait intérêt à favoriser des rapprochements. Voilà, ce webinaire donc fait suite à ce petit travail d'enquête qui a donné lieu à la production d'un petit document sans ambition autre que celle de marquer le coup de la mise en valeur de quelques coopérations déjà existantes entre cluster, pôle, campus. Et donc ce webinaire va venir l'enrichir. Voilà. Donc le déroulé du webinaire en 2 secondes, c'est un webinaire qui va se dérouler sur une petite heure. 3 temps principaux. Dans un premier temps, nous donnerons la parole à la Banque des Territoires et au ministère de l'Éducation et de la Jeunesse pour qu'ils redécrivent peut-être l'initiative. Alors ça intéresse plus particulièrement la communauté des clusters et pôles. Évidemment, la communauté des campus, vous êtes déjà largement au courant, mais les objectifs, les étapes et peut-être les premiers enseignements, on parlera de l'actualité dans un second temps. Ensuite, le pôle véhicule du futur et Mobicampus témoigneront de leur coopération et des intérêts qu'ils trouvent au bénéfice des entreprises de cette coopération.
On proposera effectivement peut-être à Banque des Territoires et ministère de compléter, soit par d'autres témoignages, soit pour parler peut-être de l'actualité. Et puis, dans un troisième temps, donc en fin de webinaire, on aura un temps de questions-réponses. Alors, comment ça fonctionne? Le but du jeu du webinaire, c'est que vous, participants, n'avez pas la main pour prendre la parole. Par contre, la possibilité de poser vos questions tout au long de cette présentation en utilisant le chat qui est en bas à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas tout au long des présentations de poser vos questions. On les rassemblera en dernière partie de webinaire pour et permettre aux intervenants d'y répondre. Donc voilà, un très très grand merci à Benoît Sénéchal, Jing Gao, Mathieu Merchika, Bernard Saint-Giron, Ludovic Party, Hervé Perrin d'avoir rendu ce webinaire possible, mes collègues également Véronique et Élise qui assurent en ce moment le back-office. Et donc je vous propose de passer la parole à nos amis de la Banque des Territoires et du ministère pour refaire un petit point en 10 minutes s'il vous plaît de l'initiative publique Campus des métiers. Voilà, je coupe mon micro et je passe le relais. Alors, Jing, bonjour. Il faut bien allumer votre micro. On ne vous entend pas. On vous voit. Vous avez oublié de. Vous m'entendez mieux? C'est tout bon. On vous laisse la parole. Merci. D'accord, pardon. Bonjour, Jing Gao, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations. Nous sommes opérateurs en fait pour l'opérateur pour le mandat de l'État, en fait, pour l'appel à projet Campus Métiers et des qualifications, dont je suis référente. Je suis ici accompagnée de Monsieur Bernard Saint-Giron, qui est le président du comité de sélection, et Monsieur Mercica, je vous laisse présenter. Oui, donc Bernard Saint-Giron, j'ai la responsabilité, sous l'autorité naturellement et des ministères et du SGPI et de la Caisse, de sélectionner les projets, de proposer en tout cas les projets susceptibles d'être retenus et donc financés au titre du PIA. Le sujet sont évidemment de préciser dans quelles conditions ou sur quels critères plus particulièrement nous nous plaçons, mais je voudrais d'emblée souligner, me semble-t-il, le cousinage qu'il peut y avoir, si je puis utiliser ce terme, le cousinage qu'il peut y avoir entre la logique cluster et la logique des campus, dans la mesure où dans l'un et l'autre cas, on est bien sur d'abord un partenariat public-privé, pour dire les choses simplement, et d'autre part sur des projets profondément ancrés sur les territoires. Et donc, c'est un peu la rencontre de ces partenariats et d'autre part de l'ancrage territorial qui fait que les projets peuvent voir le jour et être considérés comme crédibles. Pour l'instant, j'en reste là. Bernard, je laisse. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer et de retrouver ceux qui sont présents et que je connais. Quelques mots très courts parce que je pense que la majeure partie, ça doit être effectivement un temps de questions-réponses. Mais pour resituer ce que sont les campus des métiers et des qualifications qui sont apparus dans les années 2014, qui se sont développés depuis, effectivement, la raison d'être d'un campus des métiers et des qualifications, c'est de répondre à une problématique comme on dit, socio-économique dans un territoire et pour une filière. Voilà, ça c'est vraiment la raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on en construit? Derrière, je parle souvent d'un triptyque, d'un tripode finalement, un objet à trois pattes qui se promène. C'est la convergence d'une problématique donc pour un acteur économique,
d'une problématique pour une région de développement territorial avec sa stratégie, et aussi pour les acteurs de l'éducation, comment faire monter en gamme finalement les formations existantes pour être à l'écoute des métiers de demain et avoir les compétences au plus haut niveau dans les territoires. Voilà, dit très schématiquement. Alors après, comment ça se construit? C'est en prenant le meilleur de chacune des entités disponibles dans un territoire, et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Finalement, et c'est là où c'est une innovation entre guillemets française, on ne va pas recréer un nouvel établissement pour répondre à des besoins de compétences ou autres, on met en synergie les acteurs présents. Et donc, on a une problématique, on n'arrive pas à recruter des profils, on n'arrive pas à trouver les compétences X, Y, Z. Eh bien, comment fait-on pour avoir des techniciens, des opérateurs? On prend le lycée professionnel, les BTS, l'université, et au sein de l'université, l'IUT, souvent, pour avoir le meilleur de la recherche, etc. Enfin, pour avoir le meilleur des enseignements, enfin, on mélange ensemble pour apporter une réponse rapide, concrète, au plus proche des acteurs d'une région. C'est ça un petit peu, c'est ça l'esprit campus finalement. Et qu'est-ce que l'effet campus? Eh bien, l'effet campus, c'est aussi pour les acteurs qui sont à l'intérieur, c'est des opportunités de rencontre qui sont démultipliées, c'est du décloisonnement, c'est tout d'un coup un ingénieur qui, en école d'ingénieur, discute avec un bachelier, par exemple, professionnel, et découvre les contrats, après avoir travaillé donc, en conception virtuelle sur des outils, découvre la résistance des matériaux et les contraintes très spécifiques de la maquette qu'il est en train de réaliser. Voilà, c'est des cas concrets que j'essaye de donner. Voilà. Alors, pour tous ceux qui connaissent ces sujets-là, je m'excuse, et vous pourrez en parler beaucoup mieux que moi. Mais je dis surtout à destination des acteurs économiques. Aujourd'hui, on est à la veille d'une grande période d'une nouvelle génération de ces campus. Il va y avoir un énorme effort. Donc, les 4 ministres vont labelliser de nouveaux campus. Alors, je dis 4 ministres parce qu'effectivement, c'est aussi au niveau national un dispositif interministériel fort. Donc avec le ministère de l'Éducation nationale, mais on travaille en étroite synergie évidemment avec l'enseignement supérieur, puisqu'on fait le continuum, on va jusqu'à Bac+12. On travaille aussi avec le ministère du Travail, tout ça c'est l'apprentissage, et les liens avec les CFA qui sont aussi présents dans ces territoires, et également avec Bercy, et là les liens peuvent être avec les territoires d'industrie par exemple, on fait beaucoup de choses avec eux et beaucoup de projets de campus s'appuient là-dessus. Alors évidemment, dans cette philosophie, la place des pôles de compétitivité est tout à fait intéressante. On va en revenir dessus. Je crois d'ailleurs que j'ai fait un déplacement à Montbéliard et j'avais rencontré le pôle véhicule du futur. Il y avait vraiment un très très beau travail qui était mené. Voilà, ça préfigure vraiment l'excellence de ces campus. Je dis le mot excellence pour dire encore quelques phrases, pour vous dire que finalement, comment on est l'idée d'un campus? Eh bien, je dis tout à l'heure, ça part d'un besoin d'un territoire. Donc, c'est évidemment des acteurs locaux, une entreprise ou son représentant qui va se mettre d'accord avec un recteur et un président de région pour faire sortir cette problématique conjointe, toujours ces 3 aspects, le tripode, qui font sortir cette problématique pointe, qui monte un dossier. Et ce dossier doit répondre à un certain nombre de critères qui sont définis. Il y en a 11. Je résume en quelque sorte, mais c'est avoir une belle ambition, avoir un beau projet et être en capacité de le suivre et de le faire atterrir. Si je résume très, très schématiquement, vous trouverez tout en ligne si vous le souhaitez, et puis je pourrai répondre aux questions s'il y a besoin. Donc, 11 critères. Et puis, dans ces 11 critères, la nouvelle génération se caractérise par ce que j'ai appelé les campus d'excellence, qui sont finalement, comment rehausser un petit peu parmi ces 11 critères, on a choisi quelques critères pour lesquels on a proposé un niveau d'excellence supplémentaire. Et en synthèse, ce niveau d'excellence, c'est quoi? C'est une incarnation pour permettre cet échange, cet effet campus qu'on mentionnait tout à l'heure, ce sentiment d'appropriation, cette valorisation. Donc, un effet incarnation. 2, ce sera le développement avec l'innovation, être plus proche, finalement, enseigner aux jeunes ce qui se fait de plus intéressant et de plus pertinent au regard de l'évolution des métiers. Et 3, c'est le lien avec l'international, comment développer le rayonnement finalement de ces campus internationaux, c'est-à-dire faire rayonner le savoir-faire français, mais aussi le faire venir également et former des formateurs, par exemple, dans nos territoires. Voilà, donc en synthèse, le processus, juste pour vous dire, donc quand on a ces projets-là, ils sont déposés, ils respectent un cahier des charges, et puis ils sont examinés par un groupe d'experts constitué à moitié d'acteurs institutionnels et d'acteurs économiques. Et puis, il y a la possibilité de candidater donc, au PIA, qui a été évoqué juste à l'instant par Bernard, et il pourra détailler, si c'est nécessaire, ce point-là. Je m'arrête là parce que je ne veux pas faire trop long. Je peux en dire plus. Oui, bien sûr. Après, juste pour terminer, en fait, le projet campus des métiers et des qualifications,
pour faire suite à ce que disait Mathieu. Donc, ça a publié le cahier de charge en décembre 2018. Et donc, en 2009, on a eu 3 vagues. Donc, il y a eu 22 dossiers en fait qui ont été déposés. Donc, initialement, l'appel à projet est doté de 50 millions et ça a été redoté de 30 millions en 2019. Donc, aujourd'hui, on a une enveloppe de 80 millions en fait pour cet appel à projet. Je vais revenir un peu plus dans le détail en fait après les témoignages de Mobicampus. Les modalités à venir pour. Donc, je laisse le parole à mes collègues Mobicampus. Oui, bonjour. Donc, Ludovic Party et Hervé Perrin. Donc, on va effectivement vous présenter donc le pôle de compétitivité et puis le campus des métiers, des qualifications, les interactions qu'on a pu avoir ensemble pour développer effectivement l'animation autour de la filière automobile. Alors, quelques mots sur le pôle véhicule du futur. Donc, effectivement, c'est un pôle de compétitivité. Ce pôle de compétitivité, il est sur un certain nombre d'enjeux, les transports et les mobilités, l'électrification, le véhicule hydrogène, les véhicules connectés, la mobilité servicielle et le véhicule autonome. Également, l'électrification, donc ça, je l'ai déjà dit, hop, je passe. Et également donc la digitalisation et tout en fait l'industrie du futur autour des process. Donc on est bien sur de l'innovation à la fois produit et de l'innovation process autour de l'automobile. Donc nous couvrons en fait aujourd'hui 2 régions, la Bourgogne, 2 grandes régions, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, qui représentent à elles seules 44% de la production automobile française. Et aujourd'hui sont adhérentes du pôle véhicule du futur, environ 400 entreprises. Et donc l'objectif, c'est de passer à 600 adhérents, puisqu'on est en train de fusionner avec nos collègues de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne pour couvrir l'ensemble du territoire. Donc, une particularité sur le pôle véhicule du futur, c'est qu'on a à la fois, effectivement, par rapport à un pôle de compétitivité classique, à la fois la partie innovation, qui est la partie classique d'un pôle de compétitivité, et aussi l'amélioration de la performance avec PerfOS, donc qui est en relation avec l'ensemble des entreprises et qui représente la filière automobile sur nos 2 régions. L'objectif, c'est effectivement d'accompagner les entreprises vers leur croissance, vers leur performance industrielle, afin de rester dans la course mondiale de production, effectivement, de composants pour l'automobile. On a un certain nombre de services autour du pôle véhicule du futur et de PerfOS, qui est donc l'innovation, la performance industrielle, de la veille, la croissance des entreprises, un réseau dans lequel on peut faire du business, et aussi le point sur la partie compétences et formations qu'on va détailler juste après avec le campus des métiers. Donc nos ambitions, effectivement, c'est d'emmener les entreprises vers de nouveaux marchés, de l'innovation, de pouvoir en fait que ces entreprises-là soient en bonne santé, afin d'avoir un tissu industriel qui soit le plus dense possible, le plus performant possible, et on s'emploie tous les jours à cela. Également de trouver les compétences dont les entreprises auront besoin, et donc on a le lien direct avec les formations qu'on peut réaliser sur le territoire afin de couvrir les postes qui sont demandés par ces entreprises. Une démarche structurée autour de cet écosystème. On a un écosystème autour de l'hydrogène, l'électrification des véhicules, les infrastructures de recharge. Donc ça, c'est pour accompagner effectivement la montée en puissance de toute la partie mobilité électrique, l'électromobilité, donc les véhicules électriques évidemment, avec la déclinaison sur l'hydrogène. Également, un point sur la partie matériaux qui concourt en fait à l'allègement des véhicules pour permettre effectivement d'éviter et de gagner en termes de consommation et de pouvoir en fait passer les normes de rejet de CO2 et les nouvelles normes d'homologation de véhicules. Et puis un volet sur la partie industrie du futur où on a dans notre réseau à la fois des offres de solutions, des startups, permettant effectivement de pouvoir proposer aux entreprises un certain nombre de services et de logiciels et d'applications digitales, par exemple, ou automatisés, robotisés, etc., pour accompagner effectivement les entreprises sur leur industrie du futur. Et puis également donc le véhicule autonome et la mobilité servicielle qui sont des nouveaux champs d'expérimentation aujourd'hui
avec un certain nombre d'entreprises qui se lancent dans cette partie-là. Nos missions, c'est effectivement de diffuser les bonnes pratiques des industriels que l'on peut rencontrer et la mettre au profit de tout le réseau que l'on a, de soutenir la compétitivité des entreprises face à la concurrence mondiale. On sait bien qu'on ne peut pas forcément lutter sur la partie taux horaire, mais on essaie effectivement d'emmener les entreprises vers d'autres innovations permettant d'être performantes. Donc, de pouvoir, au travers de ça, avoir des outils, des méthodologies, des organisations les plus performantes possibles au niveau donc de l'industrie et de fédérer les acteurs de la filière régionale autour d'une animation récurrente que l'on fait au niveau de nos territoires. Voilà. Alors, en termes de compétences et de formation, nous-mêmes, nous sommes organismes de formation. On labellise un certain nombre de formations d'universités ou d'écoles en mettant notre label, en disant oui, c'est conforme à nos exigences et c'est utile pour la filière automobile. Et on accompagne effectivement l'évolution des métiers et des compétences. Et dans ce cadre-là, donc, on a fait un travail commun avec le campus des métiers sur l'observatoire et l'UMM, sur l'observatoire en fait des métiers, de l'évolution des métiers, pour identifier à la fois les métiers qui seraient en tension, c'est-à-dire pour lesquels on ne trouve pas assez de personnes pour les couvrir, les métiers qui sont effectivement en évolution ou qui sont impactés en fait par les nouvelles technologies, soit nouvelles technologies véhicules, soit nouvelles technologies sur la partie industrielle. Et puis troisième, les métiers qui sont peut-être aussi en disparition lente, petit à petit, progressive. Et donc le but, c'est vraiment d'identifier cela et de pouvoir mener les actions qui correspondent à ces manques possibles. Donc, nous-mêmes, nous avons identifié qu'au niveau des métiers, nous allions travailler principalement sur les métiers de l'industrie et donc de la production et de la maintenance, qui représentent un gros pourcentage des métiers de notre territoire. Donc pour cela, on a aussi, avec la filière automobile, un projet qui s'appelle Attractivité, compétences et emploi, ACE, ACE, sur la filière automobile, pour lequel on a effectivement travaillé autour des métiers de la maintenance et de la production, comme on l'a signalé tout à l'heure, puisque c'est des métiers qui sont aujourd'hui en forte évolution, d'une part, impactés par tout ce qui est 4.0, impactés également par les nouvelles technologies de véhicules, donc véhicules autonomes, véhicules connectés, véhicules électriques, véhicules hydrogène bientôt, dans quelques mois, années. Voilà. Et donc l'objectif de ce projet Attractivité, compétences et emploi, c'est d'identifier les modules de compétences. On a raisonné en fait en bloc un peu de compétences, les modules qui seraient à développer pour permettre effectivement de monter en compétences à la fois les salariés qui sont dans les entreprises, mais aussi de pouvoir offrir au système éducatif, on va dire, pour la formation initiale, que ce soit des apprentis, que ce soit Bac+2, Bac+3, école d'ingénieurs, eh bien de pouvoir disposer en fait des mêmes outils pédagogiques que les industriels. Et donc de partager au travers de ce projet, en fait, à la fois les ressources que les industriels peuvent mettre sur le développement de ces formations et de rapprocher finalement le système éducatif au sens large des entreprises. Donc c'est au travers de ce projet, effectivement, qu'on a initialisé un certain nombre de travaux concrets permettant de rapprocher vraiment très très bien les structures et le travail qui peut être fait entre nos différentes structures. Pour finir, le pôle de compétitivité, on a effectivement des financements État, région, collectivité, donc agglomération, mais également, donc ça c'est pour la partie publique, mais également les entreprises, dont PSA d'ailleurs, qui est aussi dans notre région une entreprise majeure sur la filière automobile. Et tous les équipementiers qu'on voit qui sont membres premium, on retrouve quasiment tous les équipementiers français et étrangers majeurs dans l'entreprise, et également quelques partenaires financiers.
Voilà, donc ça c'est pour vous présenter rapidement le pôle véhicule du futur. Je vais passer la parole à Hervé qui va vous présenter la partie campus des métiers. D'accord, oui. Donc bonjour à tous. Donc moi, pour mon côté, je vais donc présenter le campus des métiers de l'automobile en Bourgogne-Franche-Comté, plus communément appelé Mobicampus. Donc c'est un campus qui a été labellisé en 2016, premier campus labellisé dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc qui a été très largement impulsé à la fois par le pôle de compétitivité et puis par la collectivité. C'est vrai que ce sont eux qui ont énormément travaillé sur le dossier de labellisation du campus en 2016. Aujourd'hui, ce campus est porté par un établissement du supérieur, qui est l'école d'ingénieurs de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. On comptabilise aujourd'hui une quinzaine d'organismes de formation qui représentent environ 3000 apprenants. Mais dans les mois qui viennent, il y aura de nouvelles adhésions. J'ai encore eu une demande dernièrement pour adhérer donc d'un établissement scolaire. Voilà. Donc il y avait une autre feuille, non. Ouais. C'est ça. Ok. Donc le pôle, l'application du pôle, elle est vraiment marquée par plusieurs choses. Donc le premier point, c'est le fait de dire que Pôle Véhicule du Futur assure la vice-présidence du groupement d'intérêt public qui portait le campus à sa création. Donc ça montre déjà une première application. Et donc aujourd'hui, le campus va passer sur une structure associative et on pourra compter également sur la présence de Pôle Véhicule du Futur et également sur la vice-présidence de cette future association. Comme je l'ai dit, le pôle participe à l'écriture donc de la labellisation du campus, mais également à l'écriture de sa feuille de route et de son plan d'action. C'est vrai que beaucoup d'informations venaient quand même du pôle à la rédaction de ce campus. Le pôle véhicule du futur aujourd'hui, c'est un vrai rôle d'expert dans le comité de pilotage du campus et également dans les différents groupes de travail auxquels participent plusieurs collaborateurs du pôle. Il y a plusieurs directeurs de programmes qui interviennent à différents moments. On a une présence et un accompagnement donc de ces différents responsables de programme. Alors, Monsieur Parti l'a déjà évoqué. On travaille sur l'usine du futur, on travaille sur l'hydrogène, on travaille sur la maintenance. Voilà un petit peu toutes les thématiques. Il y en a d'autres, le véhicule autonome, qui sont plusieurs projets qui sont propres au pôle, mais qui intéressent fortement donc la partie formation, puisque nous cherchons à faire des montées en compétences et à mettre en place ces modules de formation dans les établissements scolaires et puis au niveau universitaire également. Donc la réponse de Pôle Véhicule du Futur, du pôle sur les objectifs du campus, c'est de mieux connaître les besoins. Aujourd'hui, voilà, le pôle fédère 400 entreprises adhérentes. Donc il y a des informations intéressantes qui sont remontées depuis ce pôle pour aller mettre en place ces nouvelles formations. On innove par la mise en place de formations qui répondent donc à ces besoins, une fois que le constat est fait dans les entreprises. Et en fait, donc le pôle véhicule du futur aussi aujourd'hui permet de renforcer et développer ce lien avec les partenaires. C'est vrai que le système éducatif, on a parlé du décloisonnement tout à l'heure, c'est un bel exemple aujourd'hui, voilà, de décloisonnement lorsque le pôle ouvre les portes des entreprises aux universitaires, aux élèves, même des fois, ça permet vraiment de décloisonner. Ça, c'est une chose qui est évidente. Il y a un axe de travail aussi qui est important, c'est la promotion, la valorisation des métiers de l'industrie. C'est un sujet qui nous importe à la fois au pôle de compétences et au pôle de compétitivité. Donc, nous travaillons ensemble sur ces points. Alors, Monsieur Parti a parlé du programme attractivité, compétences, emploi. C'est vrai que ça a été le sujet sur lequel on a travaillé dès 2017. Nous avons réussi à réunir plusieurs membres d'organismes de formation et d'entreprises. On comptait des gens de l'AFPA, de l'Éducation nationale, des CFA, donc de branches, etc. Et à partir des constats qui ont été faits par les branches et puis des pôles de Moveo, par exemple, on a identifié des métiers en tension, des métiers en mutation pour lesquels il fallait absolument développer de nouvelles compétences. Donc, on a
travaillé dessus, plusieurs blocs de compétences ont été identifiés et depuis 2017, nous travaillons sur la mise en place et progressivement nous avançons dans le projet qui aujourd'hui est en train d'évoluer. Voilà, donc le programme sur lequel nous travaillons est rentré dans une deuxième phase aujourd'hui, depuis fin 2019, où nous travaillons en plus, en complément sur les deux métiers. Alors initialement, on travaillait sur les métiers de la maintenance et de l'opérateur de production. À partir de 2019, fin 2019, nous travaillons maintenant aussi sur des formations nomades, qu'on a appelées nomades, qui sont des formations qui puissent se faire facilement dans les entreprises et puis avec des équipements qui puissent se déplacer. Nous travaillons également aussi sur la partie formation, le côté humain de l'industrie du futur, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier l'aspect humain. Les robots, ça fait un petit peu peur, donc on essaye un petit peu de rassurer aussi sur ce côté-là. Voilà, donc bel exemple quand même de collaboration, de coopération entre le pôle et le pôle de compétitivité, donc le campus, pour permettre de donner de la visibilité sur les besoins et puis d'apporter concrètement des résultats, enfin de la montée en compétences et puis les nouvelles formations. Voilà. Ouais, je peux peut-être intervenir très rapidement là sur cet axe c'est pas PIA3, c'était PIA2 du projet ACE. L'objectif était effectivement d'innover à 3 niveaux. Le premier, c'est d'innover effectivement sur les champs de compétences qu'on voulait mettre en œuvre. On a identifié, par exemple, sur le métier de la maintenance, 14 champs de compétences. Par exemple, savoir fabriquer une pièce de rechange en fabrication additive, savoir piloter des robots collaboratifs, connaître en fait le digital au travers de data, d'utilisation de data pour permettre de faire par exemple de la maintenance prédictive, etc., etc. Donc on a identifié 14 qui étaient en fait liés aux besoins des entreprises, et pour cela on cherche en fait à faire des formations innovantes. Donc innovantes sur les champs eux-mêmes de compétences. Innovantes également sur un deuxième axe, sur les modalités pédagogiques. Donc, ce qu'on essaie, en fait, c'est d'utiliser effectivement les nouvelles modalités pédagogiques, nouvelles, innovantes, avec peut-être du digital, avec toutes sortes finalement du blind learning également, toutes sortes de composantes pour un seul souci, en fait, l'efficacité de la formation. Le but, et ce que nous demandent les professionnels, c'est qu'on puisse former les gens le plus vite possible, et le mieux possible. C'est-à-dire, en fait, avoir un retour, une acceptation des compétences et une montée en compétences vraiment effective dans la vie de tous les jours des personnes. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est très bien de faire des formations, c'est très bien de développer des modules, mais s'il n'y a personne qui suit ces formations-là, eh bien, on a fait du travail pour rien. Et donc, du coup, on regarde aussi l'aspect comment créer, en fait, des flux de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, vers ces formations-là, soit par le biais de la formation initiale, soit par le biais de l'apprentissage, soit par le biais de la formation continue. Et cette troisième composante est pour moi essentielle parce qu'aujourd'hui, on a effectivement une désaffection des apprenants, on va dire au sens large, des métiers techniques par rapport aux métiers techniques. Donc, il était essentiel d'intégrer ça. Et pour créer de l'attractivité, bien sûr, de temps en temps, on utilise des moyens avec, par exemple, la réalité virtuelle. Ça fait un effet waouh vis-à-vis donc de ce public. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a appréhendé ces deux axes de travail. Voilà. Okay. Donc, alors voilà, donc c'était un gros travail qui a été fait entre le pôle et le campus. Alors, c'est pas le seul, il y a eu d'autres événements qui ont permis de montrer le partenariat, la collaboration. Ici, pour l'illustrer, on a eu par exemple le pôle qui a accueilli des jeunes qui travaillaient dans le cadre de TPE sur un atelier sur le véhicule autonome. Donc, sans le pôle, sans la liaison pôle de compétitivité et puis campus, jamais cet événement n'aurait pu avoir lieu. Donc voilà, ça c'est un autre exemple là, parmi plusieurs. Également, donc comme on l'a souligné, la problématique de l'attractivité des métiers et des formations. Eh bien, on y travaille ensemble et on anime par exemple un salon des métiers de l'automobile régulièrement tous les ans, conjointement avec le pôle. Voilà, donc cette problématique, elle est commune à nous deux. Donc, on travaille ensemble pour le fait de s'unir, nous permet d'aboutir d'être plus efficace dans l'aboutissement. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Merci à vous. Voilà.
Alors, je reprends la main, mais pas pour réagir, surtout pour passer la parole aux participants qui ont posé un certain nombre de questions. Alors, il y a trois types de questions qui ont été posées. Alors, déjà, premièrement, il y a eu des commentaires qui ont été faits, et notamment plusieurs participants qui ont témoigné de leur propre coopération avec des campus. Terralia, le pôle de compétitivité Terralia nous explique qu'il travaille avec deux campus, Agrosciences et puis Arôme Parfum et Cosmétiques. Tenerdis qui participe nous explique qu'il coopère avec Grenoble Énergie Campus, Vitagora avec Campus Aliment, Campus Aliment à Grenoble, pardon. On a également le pôle pharma qui nous explique qu'il travaille avec un campus autour des biotechnologies en Normandie, Digital League. Enfin voilà, donc il y a eu plusieurs présentations qui ont été faites. Alors, vous entendez pas le son? Ouais, bon, je laisse mes collègues vous accompagner là-dessus. Il y a eu trois types de questions qui ont été posées. Alors, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées au pôle de compète véhicules du futur, donc je vous laisserai peut-être prendre la main pour y répondre. Ludovic, parti. Je vous les pose et puis je vous repasse la main juste après et puis je viendrai sur les autres questions. Donc Ludovic, quelle structure a été mise en place au pôle de compétitivité pour animer le volet formation compétences? Structuration, c'est pas forcément structure juridique, mais comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a du personnel qui est dédié à l'animation de ce projet-là? Quelles sont les compétences de ce personnel? Deuxième question. Comment le pôle de compétitivité identifie les besoins des entreprises adhérentes? Est-ce qu'il y a une méthode particulière que vous avez utilisée pour identifier, ou est-ce que c'est au fil de l'eau que vous réalisez, vous faites remonter ce besoin des entreprises, ou alors peut-être que c'est en vous appuyant sur le campus que cette remontée d'informations, ou à travers peut-être les événements que vous avez cités. Troisième question, une question très pratico-pratique qui vous est posée, Ludovic. Quelles sont les ressources financières dont le pôle bénéficie pour accompagner ce projet? Est-ce que c'est dans le cadre du PIA, PIA 2, PIA 3 que vous trouvez des moyens pour accompagner ce projet? Est-ce que Ludovic, sur ces questions, ces trois questions, si vous avez besoin, on les ressort. Et puis je viendrai sur les autres questions qui sont posées également. Je vous laisse réactiver micro et caméra. Ok. Bon, alors quelle structure? En fait, on n'a pas mis en place une structure particulière. Il faut savoir qu'il y a une personne au sein du pôle véhicule du futur qui s'occupe de formation. Moi-même également, je fais de la formation également, j'interviens dans les entreprises et aussi un accompagnement sur ces différents besoins. Et on s'appuie en fait sur les différents directeurs de programme qui, eux, ont des spécialités par rapport au domaine d'innovation. On a 3 directeurs de programme, donc sur la partie en fait tout ce qui est véhicules connectés et infrastructures. Un deuxième directeur de programme qui est tout ce qui est nouvelle motorisation, électrification, hydrogène, nouvelle motorisation de litre au 100. Et puis un troisième qui s'occupe d'industrie du futur et tout ce qui est lié à l'allègement des matériaux. Donc on s'appuie sur ceci et on a un certain nombre de référents d'entreprises donc qui vont en fait visiter les différentes entreprises. Et donc c'est comme ça, je réponds à la deuxième question finalement, qu'on va collecter à la fois les besoins au fur et à mesure de nos visites, puisque l'ensemble de nos adhérents, nous allons les rencontrer au moins une fois par an, donc chaque année. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, avec lequel on a réussi en fait à structurer le projet, donc avec le campus, c'est d'aller voir quelques entreprises qui nous semblaient être à la pointe de ce qu'on voulait faire, notamment sur l'industrie du futur. Et avec ces quelques entreprises, nous avons défini avec elles effectivement les briques de compétences qu'il fallait travailler, sur lesquelles ils allaient avoir des besoins dans les années qui viennent, et donc d'identifier effectivement ce développement. Donc ça, c'est le deuxième volet qui nous a permis effectivement de remonter les besoins, à la fois les visites d'une part et à la fois des petits groupes de travail avec certaines entreprises, pas toutes, certaines entreprises qui étaient plutôt à la pointe. Et puis le troisième volet en termes de ressources, eh bien, quand on a monté le campus des métiers, on n'avait aucune ressource sur le sujet.
On l'a fait par conviction, parce qu'on sentait, enfin, on est convaincu aujourd'hui que si un territoire n'apporte pas les compétences dont les entreprises ont besoin, eh bien, l'industrie ira ailleurs, ira chercher ses compétences ailleurs, et pas forcément en France, ça peut être à l'étranger. Donc, il était essentiel pour notre territoire, notre périmètre, de disposer en fait des ressources humaines formées, compétentes sur les champs que nous avons au niveau de l'industrie. Donc, nous avons pris effectivement sur un peu sur notre budget pour commencer à travailler le travail sur le campus. Pendant les 2 premières années, en tout cas la première année, il n'y avait pas de financement. Et puis après, donc on a contracté avec la filière automobile ce projet ACE qui est sur un PIA2, qui est donc un projet de filière. Et on a pu bénéficier effectivement cette fois de fonds publics pour permettre de travailler les sujets. Il n'en demeure pas moins qu'il faut trouver aussi une contrepartie privée, 50%. Et donc, cette contrepartie privée, nous sommes allés la chercher en fait avec les entreprises partenaires de ce projet. Donc, voilà effectivement comment on a monté la partie financière pour accompagner ce projet. J'espère que j'ai répondu aux 3 questions. Merci beaucoup, Ludovic. Une petite question à Mobicampus, et puis après, je profiterai d'une question qui a été posée aussi aux gens du ministère et à l'opérateur Banque des Territoires, qui on a proposé de réagir aussi à ce témoignage et peut-être de mettre au regard d'autres présentations. Alors, Mobicampus, vous avez été sollicité pour parler du portage du CMQ. La question c'était qui est le porteur du CMQ? Alors, vous avez répondu sur la structuration juridique, au départ un GIP, puis demain une association. Peut-être que vous pouvez en dire un petit peu plus. Et puis après, on passera la parole au ministère et à la Banque des Territoires. Oui, donc concernant le portage, initialement, c'était un établissement, un lycée qui portait le campus, donc un établissement du secondaire pendant 2 ans et demi. Et puis en fait, le dossier de relabellisation vers le campus d'excellence était un objectif pour nous. Donc pour répondre favorablement aux 11 critères et du campus d'excellence, il nous fallait absolument avoir un portage dans l'établissement du supérieur. Donc c'est pour cette raison que depuis 6 mois, le campus est porté donc par une école d'ingénieurs. Mais auparavant, c'était un portage sur un établissement scolaire. Ensuite, le fonctionnement sur le GIP, le GIP avait été créé avant l'arrivée du campus pour la plateforme technologique. Et donc à la fin du GIP, nous n'avons pas souhaité reconduire cette structure. Et temporairement, donc, on est sur un portage. On est dans une phase de passation là, mais on va donc très prochainement créer l'association qui nous donnera un petit peu plus de facilité pour intégrer de nouveaux adhérents. Ça, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons passer sur une structure associative. Et donc, les statuts sont prêts. Le lancement est imminent de cette association. Alors, je reprends la main. Merci beaucoup, Hervé, pour ce complément d'information. Il y a d'autres questions qui arrivent, mais je voudrais quand même repasser la parole à nos amis du ministère et de la Banque des Territoires. Alors, ça me permet de faire le relais. Il y a une question qui a été posée en début d'intervention, de vos interventions, sur les attentes spécifiques ministère et opérateurs, sur les relations qui peuvent être attendues entre campus et cluster dans le cadre de l'appel à projet PIA. Est-ce que, alors je traduis ça comme ça, est-ce que l'affichage de cette coopération entre cluster pôle d'un côté et campus de l'autre peut être un facteur clé de succès, ou un facteur de succès de la coopération sans doute, mais un avantage important, intéressant dans le dossier de candidature.
Oui. Oui, merci de nous poser cette question. Vous avez à plusieurs reprises, et nous avons fait de même ici, insisté sur la dimension décloisonnement. Décloisonnement, c'est-à-dire ouverture, en gros, de ce qui relève de l'appareil de formation et de recherche, d'une part, et d'autre part, l'entreprise. Lorsque les entreprises peuvent être, d'une certaine manière, fédérées à l'intérieur d'un cluster, la lisibilité s'en trouve évidemment améliorée et aussi l'habitude d'un certain travail partagé. Je dirais donc que l'existence d'un cluster est assurément la garantie d'une expertise, la garantie d'une analyse sur les attentes d'un secteur économique déterminé et la garantie aussi sur les utilisations ou les suites qui pourront être données à ces partenariats. Donc, oui, le cluster apporte incontestablement de la valeur ajoutée dans la lisibilité et la portée des partenariats. Cela dit, nous avons eu aussi à traiter, que ce soit au ministère ou dans le cadre du PIA, des demandes de labellisation qui ne mobilisaient pas au départ un cluster. Donc, ceux qui ont un cluster et ceux qui peuvent s'adosser à un cluster y trouveront de la valeur ajoutée et de l'expertise, que ceux qui n'ont pas son adossement, pour autant, ne se désespèrent pas. C'est, me semble-t-il, la première remarque que je voudrais faire. La deuxième remarque que je voudrais faire, elle tient à une question qui était apparue tout à l'heure sur l'écran et que vous n'avez pas reposée, et qui concerne les financements du PIA. Je crois que là-dessus, il faut être extrêmement clair. Le financement du PIA apparaît comme un fonds d'amorçage, en quelque sorte, pour engager ou asseoir, installer un partenariat. Et il faut que cela soit présent à l'esprit. C'est un financement d'amorçage, c'est un financement limité dans le temps, et cela a pour conséquence qu'au moment où le projet est examiné, c'est évidemment la crédibilité de l'inscription dans la durée qui sera regardée au-delà de l'amorçage. De quelle manière les financements sont-ils prévus? De quelle manière s'inscrivent-ils dans la durée? Quelle est la crédibilité des engagements qui sont souscrits? Et c'est, je crois, un point extrêmement important à souligner, une logique d'amorçage. Cette logique d'amorçage, elle suppose que l'on ait ensuite, de la part des partenaires du dispositif, une vraie volonté d'aller de l'avant et de poursuivre. C'est pas simplement quelque chose qu'on crée pour 4 ans, pour 5 ans, c'est quelque chose qui a vocation à s'inscrire dans la durée. La deuxième remarque, qui me semble-t-il va de pair avec les demandes de financement et la crédibilité de cette demande, c'est évidemment les jalons qui accompagnent le projet et qui permettent de voir à différents stades comment ce projet se construit, comment ce projet se consolide et quels indicateurs les partenaires se donnent pour permettre de mesurer le chemin parcouru et éventuellement identifier les difficultés qui ont pu apparaître. Donc, financement, un tableau de financement inscrit dans la durée, des jalons, et ce sont, je crois, des points extrêmement importants en sus de ce qui, naturellement, est spécifique au campus, tel que, éventuellement, Mathieu, tu peux le reprendre. Oui, alors du coup, voilà, ça marche bien. Donc effectivement, il existe, ça a été souligné tout à l'heure par Xavier Roy, un très grand nombre de campus qui travaillent déjà avec des
des pôles de compétitivité. On avait fait un recensement il y a un certain temps, on avait quand même vu sur les 56, il y en avait déjà peut-être une quarantaine qui avaient des liens ou une proximité. Bien sûr, comme l'a dit à l'instant Bernard, ce qu'il faut, c'est construire ça et l'insérer dans une dynamique de travail réelle. Et c'est là où on verra effectivement pour la construction de ces campus d'excellence la valeur ajoutée des partenaires dans le travail. Donc, de notre point de vue, c'est sur la première question qui était la relation qui doit exister. Elle doit démontrer sa valeur. Et le campus, comme on l'a évoqué, est un objet agrégateur qui peut effectivement s'associer dans les configurations, dans les proximités géographiques, dans les proximités métiers, avec différents partenaires, dont naturellement les campus des métiers, dont naturellement les pôles de compétitivité qui sont présents. Et sur ce qui vient d'être dit sur finalement la rigueur qui est attendue dans la construction du projet, c'est exactement ce qui est attendu pour cette nouvelle génération, à savoir finalement on quitte le domaine de l'intention pour entrer dans le domaine de la mise en projet. Et ce que nous attendons, c'est véritablement l'ambition qui soit donnée, donc le cap qui est déterminé, et derrière tout le cheminement pour y accéder, ça c'est extrêmement important qu'on l'ait de façon détaillée avec le rôle des acteurs, les besoins de financement à différents moments nécessaires pour ce projet. Et là-dessus, le PIA est une formidable opportunité pour monter ce niveau d'excellence et pour aussi nous astreindre à cette rigueur de conception et qu'on voit d'ailleurs dans les premiers dossiers que vous avez instruits, sur lesquels on pourra peut-être faire des retours si vous avez des questions sur des points spécifiques. Je laisse le temps pour les questions. Oui, on va. Alors, je prends la suite en fait pour les modalités. Ce que vous voyez en fait sur les slides, en fait, c'est très rapidement ce que je disais déjà tout à l'heure. Donc, il y aura 2 vagues qui vont être organisées en 2020. Donc, la vague 4 qui va être le 16 mars et la dernière vague, la vague 5, le 1er juin. Donc, tout le reste, en fait, j'ai déjà abordé tout à l'heure. Donc, je vais passer très rapidement sur les attendus de l'appel à projet. Donc, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais passer très rapidement. Merci. Donc, le public cible, comme je disais à Mathieu tout à l'heure, dans les projets qui figurent les établissements d'enseignement scolaire, des établissements d'enseignement supérieur, de la formation initiale continue, des entreprises, des associations, des collectivités territoriales et des organismes de recherche. Et donc, nous adoptons en fait une pertinence et ambition du projet, donc en l'occurrence la cohérence des besoins, des compétences à développer sur un territoire et des solutions en fait qui sont proposées au regard d'une étude préalablement exigée. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt un point fort d'après une constatation des vagues précédentes. Donc la plupart des dossiers en fait l'analyse des enjeux ont été suffisamment développés en fait par rapport à les filières et les territoires abordés. Le deuxième, c'est ampleur et acuité des problèmes à résoudre, donc ça rejoint le même point. Le troisième, c'est stratégie permettant de passer d'une logique de structure à une logique de parcours individualisé, favorisant le continuum de formation. Ça, c'est quelque chose en fait qui manque un peu en fait de manière générale dans les dossiers. C'est-à-dire en fait, on constate en fait dans le dossier les enjeux ont été identifiés. Il y a une analyse en fait de diagnostic sur le territoire problématique qui ont été effectuées, très bien fait. Et après, la stratégie réfléchie, abordée dans le projet qui n'est pas forcément suffisante pour résoudre le problème. Le troisième, ça va être la gouvernance et financement du projet, tout en sachant que dans l'appel à projet campus de métier et des qualifications, en fait, c'est sous le portage, c'est souvent sous le forme de consortium. Donc, d'où vient l'importance d'une gouvernance cohérente et pertinente. C'est-à-dire que vous avez besoin d'inclure les partenaires publics et économiques et privés, non seulement parce qu'ils le soutiennent et c'est surtout en fait ce sont des partenaires qui réalisent vraiment une action dans le projet. L'idée c'est pas d'avoir un consortium de 50 partenaires, mais vraiment d'avoir des partenaires qui consacrent et contribuent réellement une action dans le projet. Je liste pas, je fais la lecture dessus sur le troisième et le financement du projet, bien évidemment, c'est important. Donc, vous avez, comme dans le cahier de charge, vous pouvez trouver aussi les détails, c'est-à-dire 70% de financement public maximum et 30% de financement privé minimum. Donc, ça, c'est
le plan de financement demandé par le cahier de charge. Donc, tout en dernier, ça va être impact et effet structurant et d'entraînement. Donc, ça rejoint à ce que disait Mathieu tout à l'heure, donc c'est-à-dire le caractère innovant du projet. Donc, ça, c'est quelque chose, on est très regardé par les comités. Ampleur de l'impact territoire et pour garantir un effet structurant optimal sur le territoire concerné. Mutualisation des plateaux techniques des entreprises et des établissements de formation et de recherche. Et après, c'est la qualité de dispositifs de diffusion des objectifs et des méthodologies et des résultats. Et tout en dernier, c'est une communication auprès des familles. En fait, ce sont ciblés, ce sont des métiers en tension. Donc, il y a effectivement une partie de communication, de travail de communication qui va être nécessaire auprès déjà de la famille et des parents. Et après, c'est auprès des étudiants et de plus jeune âge possible. Donc voilà, je ne sais pas si Bernard, vous voulez rajouter quelque chose, ou Mathieu, par rapport à cette partie-là. Par rapport à cette partie, peut-être juste un mot, insister sur deux points. Le premier, on a beaucoup parlé des nouveaux métiers, de la nécessité de former à ces nouveaux métiers ou nouveaux modes, ou nouveaux exercices de métiers déjà plus classiques. Ce qui me paraît extrêmement important, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est de prévoir une dimension formation des formateurs. Il ne peut pas y avoir d'évolution dans l'enseignement des métiers sans qu'il y ait une vraie question sur la formation des formateurs. La deuxième remarque que je veux faire par rapport à ce que disait Dieu il y a un instant, c'est la nécessité, en tout cas pour les projets demandant les financements du PIA, de disposer de précisions sur la dimension évaluation de l'action engagée, se donner méthodologie de l'évaluation et de l'auto-évaluation, se donner les indicateurs qui permettront ensuite d'apprécier l'évolution du dispositif, ses limites, ses difficultés éventuelles, ou au contraire, le fait que les objectifs aient été pleinement atteints. Alors ça, c'est ce qui vient de dire est extrêmement important. Et puis aussi, très, très brièvement, pour dire un des critères dont on parle un peu moins, mais qui a été évoqué quand même, c'est cette idée de finalement d'auto-évaluation et d'évaluation externe. Je leur profite pour répéter ainsi, c'est-à-dire que finalement, c'est cette culture projet qui rentre progressivement. Et du coup, on sera vigilant aussi à ce que les indicateurs, ça a été mentionné, soient bien sur l'impact et permettent donc, j'allais dire au campus, d'être en maîtrise de son développement. Alors, merci beaucoup. Il y a des questions qui vous ont été posées. Pardonnez-moi, je m'aperçois que je n'arrive pas à les déplacer sur l'écran en direct. Qui peut répondre à l'appel à projet? Je crois que vous y avez répondu. Un lycée portant des formations supérieures peut-il donc porter un CMQ d'excellence? Voilà, la dimension lycée. Merci. Merci pour mes collègues qui me dépatouillent. Y a-t-il des liens avec les financements Erasmus? Avec qui, comment? Des exemples d'indicateurs utilisés pour accompagner l'évolution des CMQ, si dans l'accompagnement, dans le suivi des projets que vous faites au niveau du ministère, au niveau de la Banque des territoires, vous avez peut-être une ou deux informations à partager là-dessus. J'essaye de balayer rapidement. Alors, vous avez évoqué la notion d'incarnation. Est-ce que c'est la création de lieux spécifiques qui est sous-entendu là-dedans? Vous l'avez un petit peu évoqué dans votre présentation, mais peut-être le détailler. J'essaye de remonter, mais bon voilà, déjà peut-être 3 questions. Je vois qu'il est midi, on arrive bientôt au terme. On se permet peut-être de dépasser de 5 petites minutes si vous le souhaitez. Et puis il y a aussi 2-3 questions qui étaient posées à nos interlocuteurs Véhicules du futur et Mobi Campus, auxquels si vous avez le temps, on essaiera de répondre avant de conclure, aller à 12h05, 12h10.
Je vous repasse la parole côté Banque des Territoires et ministère. L'une des questions, la possibilité de mêler les crédits Erasmus avec les financements PIA ou autres, la réponse est oui. Dès lors qu'il y a un vrai programme de mobilité qui est développé, qui est présenté, la réponse est évidemment oui. S'agissant des indicateurs, difficile d'avoir des indicateurs généraux comme ça à vous provoquer, à vous proposer, indicateurs d'impact, indicateurs de réalisation, voilà un peu les éléments qu'on peut donner à ce stade et très brièvement. Tout dépend un peu des conditions dans lesquelles le projet a été défini et de son objet. Donc, oui, montrer l'impact, l'évaluation, la réalisation des objectifs, je m'en tiens à cela. Et puis pour l'incarnation, est-ce qu'il faut nécessairement une incarnation à un lieu déterminé? Là aussi, c'est la logique du projet qui commande. Je veux dire par là que s'il y a plusieurs sites emblématiques, bien, ce sont eux qu'il faut faire ressortir, mais en montrant comment la gouvernance du projet assure la cohérence d'ensemble. C'est cela qui se joue aussi derrière l'incarnation, c'est la cohérence, c'est la capacité de mutualiser des plateformes, c'est l'optimisation du potentiel. Donc, incarnation en fonction du projet, un lieu privilégié, où ça peut être, je pense notamment sur un projet qui mobilisait un pôle de compétitivité sur l'aéronautique, il y avait plusieurs lieux mobilisés, mais avec un des lieux en charge de la coordination de l'ensemble. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'incarnation, un lieu ou plusieurs. L'important, c'est que lorsqu'il y en a plusieurs, ils ne soient pas en concurrence ou chacun jouant sa carte, il y ait véritablement une gouvernance qui en assure la complémentarité, qui assure la cohérence d'ensemble et que la logique de mutualisation soit bien présente dans les différents cadres en question. Et peut-être Mathieu, veux-tu le rajouter? Non, et peut-être je précise parce que c'est un point qui est très important pour cette nouvelle génération. Préciser qu'effectivement, il y a quand même aussi cette idée d'identité commune. Donc, qu'il y ait un ou plusieurs sites, se posera la question de leur identification comme étant dans le campus. Et donc, ça veut dire très concrètement en termes de charte graphique, comment est-ce que je sais que quand je vais à tel ou tel endroit, je suis quand même dans le campus et je me sens appartenir à ce campus-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et dans la dimension incarnation pour l'excellence, aussi la dimension hébergement, il est quand même attendu la création de nouvelles places d'hébergement. Pourquoi? Parce que ça permet l'effet campus, c'est-à-dire le rencontre des différents acteurs, l'accueil de partenaires internationaux, voilà. Et tout ça, évidemment, sur mesure en fonction du projet. Il n'y a pas de, c'est toute la philosophie campus, à chaque fois une réponse appropriée à une problématique, une filière dans un territoire. Il y avait d'autres questions qui sont apparues. Il y avait la question sur le lycée notamment. Rien ne s'oppose à ce qu'un lycée soit établissement porteur. Alors attention, si on parle d'excellence, donc nous, collectivement, on commence à définir certaines lignes directrices et on pense que pour une certaine voilure pour un projet campus, il est important que quel que soit l'établissement support, ça c'est un fait, il y ait une structure de gouvernance ad hoc. Et c'est ça le point d'ailleurs qu'il faut avoir à l'esprit, c'est lorsque vous engagez plusieurs millions d'euros, voilà, par qui le projet doit-il être porté et quelles sont les mécaniques surtout de gouvernance qui sont mises en place pour ce projet-là. Et c'est valable pour un lycée comme pour une université ou autre, s'appuyer sur des structures de gouvernance préexistantes au campus me semble être une limite.
Et en tout cas, potentiellement aussi un frein pour l'engagement des acteurs qui vont devoir mettre des ressources. Dans le PIA, il y a quand même 30% de ressources qui proviennent du privé. Et ça me semble plus rassurant et d'une manière générale, un facteur plus positif d'avoir une gouvernance ad hoc, quel que soit l'établissement support. On pourra préciser les différences si vous avez d'autres questions plus techniques. Voilà. Il y avait une autre question qui était apparue. Il y a une autre question sur les délais de dépôt de candidature. Donc, pour l'instant, en fait, dans le cahier de charge, les dernières vagues en 2020, ça s'arrête au 1er juin, en fait, pour l'instant. Voilà. Et là, je crois qu'il faut vraiment se dire aussi, c'est maintenant qu'il faut y aller. On attend les projets et c'est le moment de la nouvelle génération. Ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir pourquoi ils demandaient, qu'est-ce qui vous empêcherait de déposer au mois de juin. C'était ça, moi c'est ma question. Je ne sais pas si on va la poser. Mais... Peut-être rebondir là-dessus. Pardon, mais rebondir pour insister sur le fait que le jury, là je parle pour celui auquel j'appartiens, mais c'est vrai pour d'autres, le jury n'est pas dans une démarche binaire qui consiste à dire oui, non, il y a aussi une part de navette en quelque sorte. Et on a vu des projets être mis en navette pour que soit précisé tel ou tel point concernant la labellisation, le financement ou concernant l'évaluation. Donc, bien sûr, il faut que le projet remplisse le cahier des charges. Ça ne veut pas dire pour autant que si un certain nombre de réglages sont nécessaires, on va immédiatement considérer que le projet est éliminé. On est dans des démarches navettes, encore une fois, où une synergie s'installe et où par conséquent on peut progresser. Alors il y a des projets qui sont très très loin du compte. Ils sont en navette lourde. D'autres projets qui sont près de la barre, ils sont en navette plus légère et c'est ensuite des discussions qui s'engagent pour confirmer la labellisation ou bien considérer que les réponses apportées ne sont pas encore suffisantes pour valoir labellisation. Là, on parlait bien du PIA, donc moi j'entends parfaitement ce que dit Bernard et ça incite à déposer dès le mois de mars pour avoir le temps de rebondir en juin. Bon, évidemment, les délais sont courts, mais c'est quand même des enjeux forts. À la question qui était posée, le ministère envisage-t-il de renouveler les labellisations pour le second semestre, je réponds que la labellisation d'excellence, elle est permanente et à tout moment, il peut être déposé un dossier de proposition de campus d'excellence ou campus simple d'ailleurs dans l'année. Ils seront instruits au fil de l'eau par le groupe d'experts. Et j'en précise aussi pour dire que tous les projets qui seront PIA seront labellisés campus naturellement, enfin devront être labellisés campus ou seront labellisés préalablement campus. Voilà. C'est le point que je rajoute. Alors, je reprends la main. Parce qu'il est 12h10. Alors peut-être dans la minute qui reste, une ou deux questions, grand maximum, à nos amis de Mobicampus et de Véhicules du Futur. Il y avait pas mal de questions. Alors d'ailleurs, ça pourrait aussi concerner la Banque des Territoires et le ministère sur le rôle de pas mal d'acteurs qui ont été cités, les OPCO, les branches pro, le rôle de l'APEC, le rôle du Pôle emploi pour identifier les compétences. Est-ce que peut-être Véhicules du Futur ou Mobicampus, vous pouvez dire un tout petit mot sur la place de ces différents acteurs? Il y a une question qui pour moi est très énigmatique, une préférence entre Eduform ou Caléduc, pardonnez-moi, je sais pas du tout interpréter ça. Je ne sais pas si Mobicampus, Véhicule, vous avez quelque chose à dire là-dessus. Et puis il y avait une question technique aussi sur l'identification des besoins des entreprises en compétences, les premières étapes, donc voilà, c'est une question peut-être technique. Et puis dans la foulée de vos réponses, on clora ce webinaire. Que vous pourrez d'ailleurs réécouter par la suite puisque nos échanges sont enregistrés. Est-ce que Ludovic et Hervé, je peux vous proposer de prendre la parole pour
pour répondre à ces quelques questions? Oui, tout à fait. Donc moi, je répondrai à la question qui est affichée hein, sur les OPCO et puis les branches. Alors forcément, c'est très très important de les avoir qui puissent nous accompagner hein, dans nos démarches parce qu'ils ont des choses à nous apporter. Donc c'est quelque chose qu'il faut. Mais il faut absolument les mettre dans la gouvernance. Si vous avez la possibilité, c'est pas toujours évident. Hein, ça, on a eu quelques petits difficultés nous à certains moments, hein, mais voilà, il faut absolument les mettre dans la gouvernance. Deuxième question sur Eduform. Là, j'aurais pas trop d'éléments à vous donner. Je suis pas un spécialiste de cette partie-là. Voilà. Et puis encore une autre question. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais apporter hein, sur cette question, sur les branches. Est-ce qu'il faut la bénédiction des branches? Je ne sais pas trop répondre à cette question-là, enfin en tout cas avoir une position tranchée là-dessus. Je pense que de faire un travail collaboratif avec les branches dont dépend effectivement les spécialités du campus est un plus à différentes raisons. La première, c'est que les branches ont effectivement un réseau d'entreprises qui leur est propre et donc ça permet de relayer un certain nombre de choses vers ce réseau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vis-à-vis donc de la filière, il y a effectivement l'OPCO qui va aussi financer, qui peut financer un certain nombre d'actions et en lien avec le campus des métiers pour les entreprises. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, alors c'est plus à titre, effectivement, par rapport, souvent les branches portent des fois des CFA ou des plateaux techniques et donc qui sont très bien équipés et ça permet aussi de pouvoir bénéficier dans le cadre des activités du campus de leur investissement en matériel et en équipement. Voilà pour moi 3 raisons d'avoir les branches avec le campus. Alors, planification des besoins en compétences. Oui, là, effectivement, par rapport à cette question qui est affichée, nous, on a commencé en fait à faire le travail avec l'Observatoire des métiers qui est en collaboration avec l'UIMM, qui est une des branches principales, effectivement, dans l'automobile. Et donc, c'est en faisant ce partage du constat par rapport à l'enquête qui a pu être faite qu'on a effectivement démarré les différents travaux et les différents projets du CMQ. Et pour moi, ce qui me semble important, on en reparlait avec Hervé tout à l'heure, c'est que au-delà de la création du CMQ et des intentions d'avoir autour de la table à la fois le monde, on va dire, économique, industriel et le monde académique, ce qui va vraiment donner de l'élan et du corps au campus, c'est vraiment les projets qu'on va travailler ensemble. Et c'est là où en fait on s'aperçoit qu'effectivement il y a une dynamique qui s'instaure au travers des projets qui sont réalisés. Donc soit des projets avec des entreprises qui ont des besoins et voir avec les labos, avec les universités, avec les écoles comment y répondre. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, comme le projet ACE, d'avoir un projet collaboratif vraiment entre les différentes entités. Et ça fédère énormément hein, puisqu'on travaille tous en collaboration autour d'une thématique. Et donc du coup c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour répondre à cette question. Alors, un grand merci pour ces précisions. Je vois qu'il est bientôt 12h15, on déborde un peu, donc je vous propose de conclure cet échange. Alors, la meilleure manière de conclure, je voudrais laisser la parole, si vous voulez bien, à Monsieur Merseka. Il y a une question qui vous est posée et qui fera peut-être la passerelle entre ce webinaire et puis une suite. Je vous la lis et puis je l'afficherai derrière. Monsieur Merseka, est-il envisagé un séminaire national campus en 2020, auquel cas l'ordre du jour, voilà, pourrait-il envisager une place à la relation campus-cluster? Avant de vous donner la parole, moi je vais m'en arrêter là. Je vous remercie, un grand merci à évidemment nos intervenants pour la clarté de vos propos. Ce webinaire est enregistré sous l'accord évidemment des participants et surtout des intervenants. Ce webinaire sera en ligne sur le site de France Cluster et il pourra être revisionné en replay dans quelques jours, je crois.
on verra ça et de toute façon, on vous en informera. Donc, un très, très grand merci pour vos contributions aux uns et aux autres. Et Monsieur Mersika, je vous propose le petit mot de conclusion avec cette question qui vous est posée, si vous le voulez bien. À très bientôt et au revoir. Merci Xavier de conclure comme ça le séminaire qui était passionnant et très riche. Un grand merci à tous les acteurs présents. Effectivement, cette question de la relation avec les pôles de compétitivité est passionnante. On est en train de réfléchir à cette réunion que nous souhaitons organiser avec l'ensemble des directeurs opérationnels de France. Et je pense que c'est une très très bonne idée que d'effectivement évoquer les possibilités et faire des retours comme ça a été fait aujourd'hui. Et encore merci d'ailleurs à Hervé Perrin et à son collègue pour illustrer très concrètement et donner envie aux campus qui existent déjà d'aller avec les campus, avec les pôles de compétitivité. Et dans le même temps, d'imaginer pour les prochains une relation encore plus forte et plus construite. Donc, je retiens la proposition que je trouve vraiment très pertinente et excellente. Et encore une fois, un grand merci pour cette initiative. Je remercie Bernard pour sa présence, mais aussi Jing Gao qui a tout organisé, qui nous a réunis aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est vraiment l'esprit campus que de se retrouver comme ça et d'échanger. Donc, à votre disposition et même pour refaire d'autres webinaires si vous le souhaitez. Nous, ça nous fait à tous ici très plaisir. Alors, du coup, c'est bon, ou il faut que je réponde encore Donc, oui, il y aura bien un séminaire. Alors, Jing qui est très, très attentive. Oui, donc je confirme qu'il y aura bien un séminaire national des campus, effectivement, en 2020. On est en train d'essayer de fixer une date qui convienne au plus grand nombre. Pardon. Sans doute, nous essaierons de fixer ça au cours du mois de mars. Mais voilà, rien n'est encore… c'est assez vite. Très chaud et très court. Mais effectivement, je retiens la proposition et je serai le porteur de cette proposition dans le cadre de l'organisation de ce séminaire national que nous faisons. C'est encore une fois, je le dis, une très très bonne idée. Donc merci, je ne sais pas qui a posé la question, mais merci à lui. Et effectivement, si Xavier on est d'accord, on pourra effectivement mobiliser pas mal d'acteurs pour évoquer cette problématique. Alors, avec grand plaisir pour nous associer et donner un coup de main à cette préparation. Effectivement, vu le niveau de mobilisation, vu le niveau de questions qui a été posé, je pense qu'il y a un intérêt et une certaine légitimité que nous donne notre communauté de notre côté aussi pour nous investir dans ce projet-là à vos côtés. Je vous propose, il est 18, je vous propose qu'on clôt maintenant cet échange. Encore un très grand merci aux intervenants qui ont rendu possible ce webinaire. Merci à tous les participants pour la richesse, l'écoute de qualité et la richesse des questions que vous avez bien voulu poser. Et puis, à très vite. On vous enverra par mail le lien pour que vous puissiez voir en replay ce webinaire. Et pourquoi pas, d'autres webinaires sur vos suggestions seront réalisés sur ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.